Parfois, je trouve quelque chose de comestible dans les poubelles, un sandwich à moitié mangé, une boîte de nuggets oubliés ou des frites froides. Ces jours-là, je me dis que j'ai de la chance. Aujourd'hui, j'ai remboursé toutes mes dettes. Cela devrait être un moment de joie, une sensation de soulagement immense. Mais je ne vais en parler à personne. Avec la situation économique actuelle, ce n'est pas vraiment le moment d'afficher ce genre de nouvelles. Et pourtant, tout ce que j'ai envie de faire, c'est pleurer. L'argent pour payer mes dettes vient de l'assurance vie de ma mère. Elle est décédée au début du mois de mars. Et honnêtement, je donnerais tout cet argent, et bien plus encore, pour l'avoir à mes côtés. Le monde est en train de devenir complètement fou, et dans tout ce chaos, je ressens son absence plus que jamais. Elle aurait su quoi dire, elle aurait trouvé les mots pour apaiser mes peurs et mes angoisses. Elle avait ce don de rendre les choses moins effrayantes, moins écrasantes. Au lieu de cela, je me retrouve avec ce vide immense et un compte bancaire à 0 dette. C'est censé être un soulagement, un nouveau départ. Mais ce que je veux vraiment, c'est ma mère. Pas l'argent, pas cette liberté financière. Juste elle. Je garde tout cela pour moi, parce que je sais que d'autres souffrent aussi. Je sais que beaucoup de gens traversent des moments difficiles, que certains ne savent même pas comment ils vont payer leurs factures ou nourrir leur famille. Alors, partager ma douleur me semble égoïste, déplacé. Mais en moi, c'est un chaos émotionnel. Un mélange de gratitude pour avoir eu une mère aussi incroyable et d'un profond sentiment d'injustice de l'avoir perdue si tôt. Je suis reconnaissant pour ce qu'elle m'a laissé, pour ce cadeau final qu'elle m'a fait. Mais cela ne rend pas les choses plus faciles. Aujourd'hui, je ne ressens pas la liberté que d'autres pourraient imaginer en remboursant leurs dettes. Je ressens une perte, un chagrin, et une envie écrasante de la serrer dans mes bras encore une fois. J'en suis arrivé à la conclusion que je n'aime plus ma femme. Ce n'est pas une mauvaise passe, ni quelque chose que je pourrais surmonter avec le temps. C'est juste une réalité, elle est devenue une personne avec qui je n'aime pas être. Elle est ce qu'on pourrait qualifier de carène, elle demande systématiquement à parler au manager pour chaque petite contrariété, chaque problème imaginaire, et c'est incroyablement embarrassant. Elle ne manque jamais une occasion de se vanter ou de rire des gens avec qui elle s'est disputée ou qu'elle a bloqué sur Facebook, Nextdoor ou d'autres plateformes. Elle passe son temps à parler, encore et encore, mais sans jamais rien dire de pertinent ou d'intéressant. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, c'est comme des ongles qui grattent un tableau pour moi. J'en suis arrivé à un point où je ne peux plus supporter sa présence. Elle me fatigue, m'épuise, et me fait me sentir mal à l'aise dans ma propre maison. Mais malgré tout ça, je ne peux pas envisager de passer moins de temps avec mes enfants. L'idée de ne les voir qu'une semaine sur 2 ou de manquer des moments précieux avec eux est inconcevable pour moi. Mes enfants sont ma priorité absolue, et c'est uniquement pour eux que je reste dans ce mariage. Alors, je vais continuer à faire semblant. À jouer le rôle du mari aimant et dévoué, même si ce n'est qu'une façade. Parce que je veux leur donner une image stable et positive d'un foyer, même si, intérieurement, je suis loin de ressentir cet amour ou cette harmonie. Je fais de mon mieux pour être un bon père et leur montrer ce qu'est le respect et la patience, même si ce que je ressens pour leur mère est tout sauf cela. Au lycée, j'avais des relations sexuelles avec presque tout le monde, et 4 ans plus tard, ma réputation m'a rattrapé. Pour être honnête, j'étais ce qu'on pourrait appeler une fille facile au lycée. À l'époque, je ne voyais pas ça comme un problème. Je vivais ma vie comme je l'entendais et je n'avais pas honte de ce que je faisais. Après avoir quitté ma ville natale pour poursuivre mes études et construire ma vie ailleurs, je pensais que cette partie de ma vie était derrière moi. Je ne m'attendais pas à croiser des gens de mon passé. Mais l'autre soir, alors que j'étais en boîte avec des amis, j'ai vu un gars avec qui j'étais allé au lycée. C'était quelqu'un avec qui j'avais eu des relations à l'époque, mais ce n'est pas lui qui est venu me parler. C'est l'un de ses amis qui m'a approché. Le gars essayait clairement de me draguer et voulait qu'on couche ensemble, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais ce soir-là.
Je l'ai donc poliment repoussé. Il n'a pas bien pris mon refus. Il s'est énervé et m'a demandé pourquoi je faisais autant de difficultés, puisque son ami lui avait dit que j'étais du genre à coucher avec n'importe qui. Ces mots m'ont figé. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement tourné les talons et suis allé prévenir mes amis que je rentrais plus tôt que prévu. Je ne regrette pas la quantité de relations sexuelles que j'ai eues dans ma vie. Mais je regrette d'avoir acquis une réputation qui donne à certains hommes l'impression que je ne peux pas dire non. Au lycée, j'assumais totalement le fait qu'on me traite de salope. C'était presque comme un badge d'honneur pour moi. Mais en réalité, c'était une façade. J'utilisais le sexe pour combler mes problèmes d'estime de moi et pour essayer de gérer ma dépression. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit beaucoup plus sain. J'ai travaillé sur moi-même et je vois le monde différemment. Mais cette réputation me suit encore. Ce que je voyais autrefois comme une affirmation de liberté ou de contrôle sur ma vie me semble maintenant plus complexe. Je ne suis pas la même personne que j'étais à 16 ou 17 ans. Et bien que je ne renie pas mon passé, il est difficile de gérer ces moments où des inconnus pensent pouvoir me réduire à cette version de moi-même que je ne suis plus. Je suis tellement énervé parce que ces astuces anti-dépression fonctionnent réellement. Aujourd'hui, je sentais que j'étais au début d'un nouvel épisode, j'ai un diagnostic de trouble dépressif récurrent. Toute la journée, j'ai eu une énergie proche de zéro, je me suis senti engourdi et complètement déconnecté de tout. Mais voilà, je ne peux absolument pas me permettre de replonger en ce moment. Il y a trop de choses importantes qui se passent dans ma vie. Je me suis dit qu'il fallait que je réagisse, que je fasse quelque chose pour contrer cette sensation. Il faisait beau dehors, alors j'ai décidé de sortir marcher dans le parc. Après ça, je me suis acheté un petit snack. Rien de révolutionnaire. Juste une balade et un encas. Et là, je vous jure, ça a marché. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Et ça me met en rogne. Parce que je déteste ces gens qui balancent des phrases du genre « Oh, il suffit d'avoir une attitude positive et de faire un peu d'exercice, la dépression n'existe même pas, je ne veux absolument pas qu'ils aient raison, même un tout petit peu. » J'ai un trouble clinique. C'est médical. C'est réel. Alors, comment diable un conseil digne d'une prof de yoga aux grandes phrases inspirantes a-t-il pu réellement m'aider? Je ne dis pas que la dépression disparaît avec une promenade ou un rayon de soleil. Mais le fait que ces petites actions puissent atténuer l'impact, même temporairement, me perturbe profondément. Parce que, oui, je comprends que bouger un peu ou prendre l'air peut aider à casser le cycle de l'inertie, mais ce n'est pas censé suffire à faire une différence si marquée, pas vrai. Et pourtant me voilà. Un peu moins engourdi. Un peu moins déconnecté. Et je suis fâché contre moi-même parce que, bon sang, peut-être que certains de ces conseils qu'on trouve sur Internet ne sont pas entièrement du vent. Mais que cela soit clair, cela ne signifie pas que la dépression n'est pas réelle ou qu'elle peut être simplement résolue par une promenade et un snack. C'est bien plus compliqué que ça, et il y a des jours où rien ne marche, même les astuces les plus recommandées. Mais aujourd'hui, ça a marché. Et ça me perturbe. Je suis son beau-père. J'ai épousé sa mère il y a 6 ans, et il a maintenant 19 ans. Il n'est pas à la rue, il vit chez son père biologique. Pour mettre les choses en perspective, j'ai ma chienne Mandy depuis 8 ans, bien avant de rencontrer ma femme. Je l'ai eue quand elle était encore un chiot, et elle a été une partie essentielle de ma vie. Je tiens beaucoup à elle, peut-être plus que tout au monde. J'aime mon beau-fils, mais c'est un jeune homme profondément perturbé, et il a rendu la vie difficile à sa mère et à moi pendant des années. Il a abandonné l'école, refuse de chercher un emploi ou d'obtenir son permis de conduire, et passe ses journées enfermé dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des contenus sur Internet. Il ne nettoie jamais, parle mal à sa mère et à moi, et agit constamment de manière irrespectueuse. J'ai toujours essayé d'être un bon modèle pour lui, de créer un lien, mais cela n'a jamais fonctionné. Il a suivi une thérapie, mais cela n'a pas aidé. Maintenant qu'il est adulte, nous ne pouvons plus le forcer à y aller. Depuis des années, nous essayons de le pousser à changer, mais rien ne fonctionne.
Le jeudi dernier, j'ai découvert quelque chose qui a bouleversé nos vies. Je l'ai surpris en train de toucher Mandy de manière inappropriée, pantalon baissé. J'ai immédiatement explosé de colère. Une dispute s'est ensuivie, et ma femme, alertée par le bruit, est venue voir ce qui se passait. Lorsqu'elle a compris ce qu'il faisait, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit à mon beau-fils de monter dans sa chambre et de commencer à faire ses affaires. J'ai expliqué à ma femme qu'il ne pouvait plus rester sous notre toit. Elle a accepté, au moins pour une période de pause. Nous avons contacté son père biologique, qui vit à proximité. Bien qu'il ait été choqué et profondément bouleversé, il a accepté de l'accueillir chez lui temporairement. Après avoir raccompagné mon beau-fils chez son père, j'ai emmené Mandy chez un vétérinaire d'urgence pour m'assurer qu'elle allait bien. Mais ce que j'ai appris m'a anéanti. Le vétérinaire a confirmé qu'elle n'avait pas de blessures récentes, mais qu'elle présentait des cicatrices et des signes d'abus prolongés. J'ai fondu en larmes dans la salle d'attente. L'idée que cela s'était produit plusieurs fois, sous mon propre toit, m'était insupportable. Depuis, ma femme et moi avons passé des heures à discuter de la situation, de ce que nous devions faire. Nous avons contacté un psychiatre et discuté avec son père biologique. Nous avons convenu que mon beau-fils avait besoin d'une aide professionnelle à plein temps dans un établissement spécialisé. Nous avons également pris la décision incroyablement difficile de porter plainte contre lui. Nous pensons que c'est la meilleure chose à faire pour s'assurer qu'il reçoive l'aide dont il a besoin. Son père biologique est d'accord avec cette décision, bien qu'il soit lui aussi dévasté par la situation. Mandy, quant à elle, semble aller mieux. Elle est plus détendue et joyeuse depuis que mon beau-fils n'est plus là, ce qui est compréhensible. Nous faisons tout pour lui donner tout l'amour et les soins qu'elle mérite. Ma femme et moi avons également décidé de commencer une thérapie pour nous-mêmes. La situation nous a profondément marqués, et nous avons du mal à gérer le choc émotionnel. Je n'ai pas parlé à mon beau-fils depuis qu'il est parti, et ma femme non plus. Son père fait de son mieux pour veiller à ce qu'il mange et reste en sécurité, mais il est lui aussi dépassé. Cette semaine a été un véritable enfer. J'ai pleuré presque tous les jours depuis cet incident, et l'idée que cela se soit produit sans que je m'en rende compte me ronge. Je ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel, mais j'espère qu'avec le temps, Mandy, ma femme et moi pourrons commencer à guérir. Mon petit frère a essayé de tuer ma petite sœur à 2 reprises, et honnêtement, j'attends avec impatience la moindre excuse pour ne plus jamais avoir à lui parler. Je le déteste. Il n'a que 7 ans, mais tout chez lui me révulse. Je suis bien consciente que dire cela peut paraître extrême. Après tout, c'est un enfant. Mais il y a des limites, même pour un enfant. J'ai 26 ans, donc nous avons une grande différence d'âge. J'ai grandi avec des enfants autour de moi, que ce soit dans la famille, chez des amis ou en gardant des enfants comme baby-sitter. J'ai vu des comportements difficiles, des colères, des caprices. Mais jamais, je dis bien jamais, je n'ai rencontré un enfant aussi insupportable que lui. Il se plaint sans arrêt, il pleurniche à la moindre contrariété, et il hurle littéralement pour tout et rien. Sa présence dans une pièce suffit à créer une tension palpable. Mais ce ne sont pas ses plaintes ou ses cris qui me rendent si amer à son égard. Ce sont ses actes. Il a tenté de tuer ma petite sœur de 3 ans à 2 reprises. La première fois, il a tenu sa tête sous l'eau dans une petite piscine jusqu'à ce que quelqu'un intervienne. Ma sœur était en train de se débattre, et si un adulte n'avait pas été là pour la sauver, je ne veux même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. La deuxième fois, il a essayé de l'étouffer avec un oreiller. C'était dans le salon. Ma mère était dans une autre pièce et a entendu du bruit, un genre de lutte. Elle est arrivée juste à temps pour l'arrêter. Quand elle m'a raconté ce qui s'était passé, elle a essayé de minimiser l'incident, disant « Il a 7 ans, il ne sait pas ce qu'il fait. » Mais je ne suis pas d'accord. Il sait exactement ce qu'il fait. Ce gamin a pris des cours de natation, il sait très bien ce que signifie noyer quelqu'un. Il comprend que priver quelqu'un d'air peut le tuer. Il n'y a aucune excuse pour ce genre de comportement. Au-delà de ces incidents, il a aussi des tendances manipulatrices. Il sait mentir pour se sortir des situations difficiles,
et il s'est appuyé là où ça fait mal. Il m'a déjà dit des choses si cruelles que j'ai été blessé profondément, même en sachant que ce n'était qu'un enfant. C'est comme s'il trouvait un plaisir à provoquer et à faire du mal, émotionnellement ou physiquement. J'ai essayé d'en parler avec ma mère, mais elle semble dans le déni. Elle préfère minimiser ou rationaliser ses comportements. Elle dit des choses comme « ce n'est qu'un enfant, il finira par grandir ». Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas simplement ignorer ces signaux d'alerte. Honnêtement, je ne serais pas surpris si un jour on découvrait qu'il cachait des animaux morts sous son lit ou pire encore. Si, dans quelques années, il faisait quelque chose de terrible, je serais le premier à dire « je vous l'avais dit ». Même si cela met ma famille en colère, je ne pourrais pas me taire. Ce gamin me semble tellement instable que je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je sais que cela peut paraître cruel de dire cela d'un enfant, mais je ne peux pas continuer à ignorer mes instincts. Chaque interaction avec lui me laisse épuisé et en colère. Il y a des jours où je me demande si je suis un mauvais frère pour penser cela. Mais ensuite, je repense à ma petite sœur, à la peur dans ses yeux quand elle parle de lui, et je sais que mes sentiments sont justifiés. Elle a 3 ans, et elle mérite d'être protégée. Si ma mère refuse de voir la vérité, je vais faire tout ce que je peux pour m'assurer qu'elle reste en sécurité. Il y a environ 1 an, je parcourais Tinder, comme beaucoup d'autres, sans m'attendre à trouver quelque chose de vraiment surprenant. Mais je suis tombé sur un profil qui a immédiatement retenu mon attention. Une femme y expliquait qu'elle cherchait une 3e personne pour elle et son mari. Intrigué par cette dynamique peu conventionnelle, je lui ai envoyé un message pour en savoir plus. Très vite, j'ai compris que ce n'était pas exactement ce que j'avais imaginé. Elle m'a expliqué qu'elle est asexuelle, mais que son mari ne l'est pas, et qu'elle souhaitait trouver un moyen de combler ses besoins tout en respectant leurs propres limites en tant que couple. D'habitude, ils trouvaient ses partenaires seuls, et cela se résumait à quelques aventures passagères par an. Mais cette fois, il souhaitait quelque chose de différent, une partenaire régulière. Et plutôt que de chercher lui-même, il a demandé à sa femme de choisir quelqu'un avec qui elle se sentirait à l'aise, quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance. C'est ainsi que tout a commencé. Je me suis retrouvé dans une dynamique totalement nouvelle et inattendue, mais qui, étonnamment, a très bien fonctionné pour nous 3. Je vais régulièrement chez eux, où j'ai des relations sexuelles avec son mari, et à ma grande surprise, j'ai également développé une véritable amitié avec sa femme. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter et à apprendre à nous connaître. C'est une femme incroyablement gentille et réfléchie, avec qui j'ai découvert de nombreuses affinités. Petit à petit, nous avons commencé à sortir ensemble, mais pas dans le sens romantique ou sexuel. Nous allons bruncher, faire du shopping, ou simplement passer des après-midi à parler autour d'un café. Elle m'invite aussi souvent à dîner chez eux, où nous partageons un repas, discutons et rions, comme n'importe quel groupe d'amis. Au début, tout cela me paraissait étrange. Je me demandais si cette configuration fonctionnerait vraiment sur le long terme. Mais avec le temps, j'ai réalisé à quel point cette dynamique est respectueuse et honnête. Il n'y a pas de mensonge, pas de jalousie mal placée. Tout est ouvert, et chacun de nous respecte les limites et les besoins des autres. Je dois admettre que je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation, mais je suis heureuse de voir à quel point cela fonctionne pour nous. Leur mariage est solide, construit sur la confiance et la compréhension mutuelle. La femme, bien qu'aseptique, est profondément dévouée à son mari et désire son bonheur, tout comme lui respecte ses propres limites et cherche à ne jamais la blesser. Pour ma part, cette expérience m'a aussi permis d'explorer ma propre sexualité et mes relations avec les autres d'une manière nouvelle. Je n'ai pas l'impression d'être simplement une 3e personne ou une pièce rapportée. Je fais partie de cette dynamique, de cet équilibre qu'ils ont construit, et c'est quelque chose que je trouve à la fois gratifiant et enrichissant. Chaque situation est unique, et celle-ci n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais pour nous 3, cela fonctionne. Et c'est tout ce qui compte. Il y a 10 ans, j'ai été violé par mon mari de l'époque, après un mariage auquel nous avions assisté. Je n'en ai jamais raconté toute l'histoire à quiconque, à part 3 thérapeutes et mes meilleurs amis.
À l'époque, cela faisait 1 an que nous étions mariés. Nous étions invités à un mariage hors de la ville, où mon mari était l'un des garçons d'honneur. Le week-end entier a été difficile. Il y avait toute une série d'événements liés au mariage auquel il participait, mais dont je n'avais pas été informé à l'avance. J'étais seul la plupart du temps, avant et pendant la journée du mariage. Étant autiste, ces changements de plan imprévus ont provoqué beaucoup d'anxiété chez moi. Lors de la réception, j'ai commandé un rhum et coca, mais la quantité d'alcool dans le verre était tellement excessive que, après une gorgée, je suis passé à un simple coca. À un moment de la soirée, ma mère m'a appelé pour me dire que mon père avait été admis à l'hôpital avec un rythme cardiaque dans les 30 battements par minute et des anomalies à l'ECG indiquant une crise cardiaque. Je suis sorti pour lui parler, bouleversé et paniqué. Mon mari ne m'a pas vu sortir, mais un autre garçon d'honneur m'a suivi dehors, m'a demandé si ça allait, et m'a apporté un coca. Il a ensuite été chercher mon mari. À partir de ce moment, ma mémoire est floue. Je sais qu'il y avait une navette pour nous ramener à l'hôtel. Je me souviens vaguement d'avoir dit que je ne me sentais pas bien et que je ne comprenais pas pourquoi, car je n'avais pas bu. Le lendemain, je me suis réveillé avec un terrible mal de tête, des vomissements, et un profond sentiment de malaise. Mon mari m'a dit que j'avais beaucoup bu une fois rentré à l'hôtel. Il m'a raconté que j'avais flirté avec l'un des garçons d'honneur, et qu'il l'avait invité dans notre chambre parce que, il voyait qu'il n'allait pas accepter un non comme réponse, et pensait que, c'était ce que tu voulais. Selon lui, il a permis à cet homme de m'agresser sexuellement. Après cela, il lui a demandé de partir, puis lui-même a eu des relations sexuelles avec moi. Il a pris une douche et, en sortant, m'a trouvé vomissant et inconsciente. À l'époque, ces explications me mettaient mal à l'aise, mais je faisais confiance à mon mari. Je ne pouvais pas me souvenir de quoi que ce soit, et j'ai fini par refouler ce sentiment. Avance rapide de 9 ans. Nous avons eu un enfant ensemble, ce qui porte à 3 le nombre total de mes enfants, j'en avais déjà 2 avant notre rencontre. Notre mariage battait de l'aile, mais nous essayions de travailler sur nos problèmes. Un jour, j'ai utilisé son ordinateur pour imprimer un document et j'ai vu une miniature de vidéo récemment visionnée. Curieuse, j'ai cliqué. C'était une vidéo de 40 secondes où il se filmait en train d'avoir des relations sexuelles avec moi alors que j'étais clairement inconsciente. Cette vidéo provenait de ce week-end de mariage. Je l'ai supprimée immédiatement et j'ai essayé de faire comme si je n'avais rien vu. Mais cette image m'a hanté. J'ai passé 5 mois en thérapie avant de réussir à prononcer le mot viol. J'ai demandé le divorce. Je lui ai dit que j'avais vu la vidéo, mais je n'ai jamais réussi à lui dire qu'il m'avait violé. Aujourd'hui encore, je ne lui ai jamais dit ces mots. Depuis, je dois coparenter avec mon violeur. Il a raconté à tout le monde que notre divorce était dû à des différences de politique et de religion. Il est devenu subitement ultra-conservateur et a rejoint une église sectaire, alors qu'il était auparavant progressiste et ne mettait les pieds à l'église que pour Pâques et Noël. Sa famille me déteste. Ils connaissent tout le monde dans ma ville, et l'un de ses proches travaillait à mon lieu de travail avant de partir à la retraite. Je me sens incapable de raconter mon histoire. Je ressens de la honte et de la colère. Je me demande constamment, comment ai-je pu ne pas savoir ? J'ai été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique. Mon hypervigilance et mon anxiété paralysante se sont améliorées, mais chaque fois que je dois le voir pour échanger la garde de notre fils, je revis cette scène où je vois mon corps inconscient. Mon fils me demande parfois si son père peut venir chez nous, ou si nous pouvons aller chez lui. Cela me brise le cœur. Je me sens comme une mauvaise mère parce que je suis incapable d'être près de lui sans ressentir une immense anxiété. Sur une note plus positive, je suis tellement plus heureuse maintenant. Mes 2 aînés sont également plus épanouis. Mon plus jeune enfant est un petit garçon adorable, et il illumine mes journées. Depuis que j'ai quitté mon ex-mari, la vie semble plus facile, plus légère. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais effacé pour éviter de le contrarier. J'avais perdu tellement de moi-même en 10 ans. En racontant des histoires de notre mariage à ma thérapeute, elle m'a rappelé à quel point tout cela était anormal. Et elle a raison. Avec le recul, je vois à quel point c'était toxique.
J'ai 22 ans et je vis encore chez mes parents. Depuis que je suis enfant, j'utilise mon placard pour me masturber. Littéralement, je me tiens debout dans ce coin, et je finis sur la moquette dans un coin avant de remettre ma commode par-dessus pour cacher tout ça. Cela fait presque une décennie que ça dure. Quand on s'approche, l'odeur est absolument immonde, mais parfois je vaporise du feubré pour masquer un peu. Hier, ma mère m'a fait une surprise pour Noël, une nouvelle commode pour remplacer l'ancienne que j'ai depuis ma naissance et qui venait d'un magasin d'occasion. On a monté la nouvelle commode ensemble, et elle a proposé de m'aider à déplacer l'ancienne. Là, j'ai commencé à paniquer et je lui ai dit que je m'en chargerais moi-même. Mais avant que je ne puisse l'arrêter, elle a glissé l'ancienne commode pour la déplacer. Je n'avais pas vaporisé de feubré depuis un moment, donc l'odeur était particulièrement atroce. Elle a crié « Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça ?» Puis elle a réalisé ce que c'était et s'est mise à hurler contre moi. Elle m'a traité de dégoûtant, de pervers, d'animal, et m'a ordonné de nettoyer ça immédiatement. Mon père, entendant les cris, est venu voir ce qui se passait. Il n'a rien dit. Il a juste mis son visage dans ses mains et a fait semblant de vomir en voyant l'état du placard. Ensuite, il est sorti de la pièce sans un mot. J'ai pris le nettoyeur de moquette qu'on a à la maison et j'ai essayé de nettoyer. Mais c'était inutile. Le sperme s'est incrusté dans la moquette et a même traversé au fil des années. Maintenant, il y a une énorme tache visible. Mes parents ne m'ont plus adressé la parole pendant le reste de la journée de Noël. Ils sont partis dîner chez ma grand-mère sans moi. Quand ils sont revenus, ma mère m'a dit qu'elle voulait que je consulte un conseiller ou un thérapeute. Mon père, lui, n'arrive toujours pas à me regarder dans les yeux et n'a pas dit un mot depuis. C'était de loin le pire Noël de ma vie. Mon fils est parti à l'université pour sa première année, mais il est revenu complètement détruit. J'ai d'abord pensé qu'il n'arrivait pas à gérer la vie sur le campus. Il a fini par abandonner ses études, ce qui a créé beaucoup de tensions entre nous, jusqu'à mener à des disputes où nous nous sommes parfois bousculés. Puis, les choses ont empiré. Mon fils est devenu anorexique au point de devoir être hospitalisé. Un jour, il m'a enfin confié la véritable raison de sa détérioration après son retour de l'université, il a été violé par 3 hommes. Tout a commencé par une annonce à son université. Une fille cherchait des modèles masculins pour des séances photos non sexuelles. Mon fils s'est renseigné et a été contacté pour une séance de photos torse nu autour d'une piscine, avec la promesse de 1 000 $ en espèces. Elle lui a assuré qu'il y aurait d'autres garçons et filles de son école. Un homme est venu le chercher et l'a conduit à un appartement où se trouvaient 2 autres hommes. Ils lui ont dit qu'ils attendaient les autres participants et que la maison devait être aménagée pour la séance. Ils lui ont offert un verre, qu'il a accepté. Peu de temps après, il a commencé à se sentir très mal. Ces 3 hommes ont alors pris leur tour pour le violer. Ils n'ont pas utilisé de préservatif. Mon fils a essayé de se défendre plusieurs fois, mais il perdait connaissance. Il s'est réveillé dans un parc. Il n'avait pas été volé ni battu. Juste violé. L'appartement était une location Airbnb, et les numéros de téléphone qu'il avait reçus étaient déconnectés. Il était furieux d'avoir été piégé et profondément honteux de ne pas pouvoir en parler à qui que ce soit. Il a passé l'année suivante à essayer de se reconstruire. Aujourd'hui, il reprend ses études dans une université proche de chez nous, où il peut vivre à la maison. Je partage cette histoire parce qu'il est important de comprendre que le viol n'est pas une chose qui n'arrive qu'aux femmes. Mon fils est resté silencieux, convaincu que les gens le blâmeraient ou se moqueraient de lui. Ce genre de stigmatisation doit cesser. Les survivants, qu'ils soient hommes ou femmes, ont besoin d'être écoutés et soutenus, sans jugement. Mon fils est incroyablement courageux, et je suis fier de lui pour avoir trouvé la force de se confier et de chercher à aller de l'avant. Après 15 ans de mariage, ma femme a toujours été quelqu'un qui n'aime pas être touché pendant son sommeil. Habituellement, si mes pieds ne faisaient que frôler les siens, elle se réveillait comme si une alarme incendie venait de se déclencher. Mais ces dernières semaines, quelque chose a changé.
Elle a commencé à avoir à nouveau des douleurs dans le bas du dos, et cela l'empêchait de s'endormir. Un soir, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser mon bras comme oreiller. Et depuis, c'est devenu une habitude. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Depuis quelques semaines, elle ne se contente plus de mon bras. Maintenant, elle s'endort avec sa tête sur ma poitrine, une jambe et un bras drapés sur moi, me transformant littéralement en oreiller humain ou en ours en peluche. Nous ne savons pas pourquoi cela semble soulager ses douleurs, mais cela l'aide vraiment à s'endormir. Au début, elle me réveillait pour demander mon bras, mais 2 fois cette semaine, je me suis réveillé pour découvrir qu'elle était déjà blottie contre moi, m'utilisant comme un coussin. Je ne peux pas m'empêcher de sourire rien qu'en y pensant. Quand j'étais un adolescent solitaire, je rêvais de moments comme celui-ci. À l'époque, je mettais parfois mes haltères dans mon oreiller et les plaçais sur ma poitrine, juste pour imaginer ce que cela ferait de sentir quelqu'un allongé sur moi de cette manière. Rien de sexuel, promis. C'était une façon d'imaginer ce que cela pourrait être d'avoir une connexion aussi intime et réconfortante avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est littéralement un rêve devenu réalité. Ces moments où elle s'endort paisiblement contre moi sont devenus une source de bonheur et de tendresse incroyable. Ils me rappellent à quel point l'amour peut se transformer et se renforcer, même après tant d'années. J'ai couché avec une fille avec qui je n'aurais pas dû, et maintenant j'ai peur des conséquences. Nous étions à la fin de l'année scolaire, en terminale. J'avais toujours été un gars assez discret, pas vraiment populaire, mais pas un paria non plus. J'avais quelques amis proches, et je pense que j'étais ce qu'on appelle un nerd. Ce qui m'arrive maintenant ressemble à un scénario de film, sauf que ce n'est pas du tout romantique ou amusant. J'ai pris de mauvaises décisions, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû, et maintenant je ne sais pas comment m'en sortir. Il y a cette fille dans ma classe, Meg. Je la connais depuis la 6e. Elle est belle, avec de longs cheveux bruns et de grands yeux verts. Tout le monde l'admire, mais elle est un peu la fille méchante du lycée. Elle n'est pas cruelle, mais elle fait partie de ce groupe qui colporte des ragots, qui juge les autres et reste entre eux. Son copain, lui, est un véritable connard. Arrogant, insupportable, il adore humilier les autres pour se sentir supérieur. Je ne faisais pas partie de leur monde. Mais un soir d'été, lors d'une fête, tout a changé. Je l'ai trouvée seule dans les toilettes, ivre et en pleurs. Personne ne s'inquiétait pour elle, pas même ses amis ou son copain. Alors, je l'ai aidée à appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher, et je suis resté avec elle jusqu'à son arrivée. Elle m'a à peine remercié, mais ça ne m'a pas dérangé. Ça s'est répété plusieurs fois cet été. À chaque fête, je la retrouvais ivre et seule, et je m'assurais qu'elle rentre chez elle en sécurité. Puis, un soir, elle a commencé à se confier. Elle m'a parlé de ses parents, de leur mariage qui s'effondrait parce que son père trompait sa mère. Elle buvait pour oublier, pour échapper à cette douleur. Ça m'a touché. Derrière son masque de fille populaire, elle était terriblement triste et vulnérable. Au fil des semaines, on a commencé à passer du temps ensemble, mais seulement en dehors de l'école. Elle avait peur que son copain découvre qu'on se voyait. Je savais qu'elle méritait mieux que lui, mais je ne voulais pas être celui qui provoquerait une rupture. Pourtant, je savais qu'elle m'appréciait, peut-être plus qu'elle ne le montrait. Puis, tout a basculé. Elle m'a appelé en pleurs, me disant que son copain la pressait d'avoir des relations sexuelles alors qu'elle ne se sentait pas prête. Elle était terrifiée à l'idée que son premier soit quelqu'un qu'elle ne pouvait pas aimer. J'ai essayé de la réconforter, de lui dire qu'elle devait le quitter. Elle était d'accord, mais elle avait peur des conséquences. Quelques jours plus tard, elle est venue chez moi. On a parlé pendant des heures. Elle m'a remercié d'être là pour elle, de la comprendre comme personne d'autre ne le faisait. Et puis elle m'a embrassé. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas une bonne idée, mais au fond de moi, je ne voulais pas qu'elle s'arrête. On a fini par coucher ensemble. C'était la première fois pour nous deux, maladroit et un peu douloureux, mais je ne regrette pas ce moment. Je l'aime, et je suis heureux qu'elle ait choisi de partager ça avec moi. Mais maintenant, je suis terrifié.
Son copain va le découvrir, c'est inévitable. Il est impulsif, viole, et je suis convaincu qu'il va essayer de me faire payer. Je me sens pris au piège. J'ai trahi quelqu'un, même si je pense qu'il ne méritait pas sa confiance. Mais ce n'est pas une excuse. Et maintenant, je suis confronté à un dilemme, dois-je rester avec elle, malgré tout? Ou m'éloigner pour éviter d'aggraver la situation? Ce que je sais, c'est que je tiens à elle plus que tout. Elle est intelligente, drôle, et bien plus gentille que ce que les gens pensent. Elle est simplement brisée à cause de ce qu'elle traverse. Je veux être là pour elle, mais je crains que mes sentiments aient déjà causé trop de dégâts. Je n'ai personne à qui parler de tout ça, alors voilà ma confession. Peut-être que l'écriture m'aidera à trouver une solution, ou au moins à faire face à ce qui va arriver. Je déteste être indien, et j'aimerais être de n'importe quelle autre origine. Je suis né aux États-Unis, mais ma mère vient du Myanmar et mon père est originaire d'Inde, bien qu'ils aient tous les deux grandi en Inde. Pourtant, je ressens une profonde honte par rapport à ma couleur de peau, tout cela à cause du racisme que nous subissons et des moqueries constantes en ligne. Pour une raison ou une autre, il semble que se moquer des Indiens soit socialement acceptable, alors que pour d'autres origines, ce genre de comportement est jugé inapproprié. Récemment, j'ai vu une vidéo sur TikTok où quelqu'un imitait un accent indien en disant des absurdités, en dérangeant une classe et en prétendant cuisiner du curry. Tout le monde riait, trouvant ça hilarant. Cela m'a blessé. Puis il y a eu cette histoire ridicule de guerre de la merde en Inde, relayée par les médias, qui a encore alimenté les stéréotypes. Les gens pensent que nous sommes tous sales ou bizarres, et les blagues racistes ont immédiatement suivi. Ce n'est pas tout. Les Indiens sont constamment moqués dans le contexte des relations amoureuses, décrits comme des pervers obsédés avec des phrases insultantes. Chaque vidéo sur TikTok demandant « Avec quelle origine ne sortirez-vous jamais ?» inclut presque toujours les Indiens. Cela me rend tellement honteux de dire aux gens que je suis indien. J'ai même fini par me dissocier totalement de ma culture à cause de cette constante négativité. J'ai été tellement harcelé à cause de mes origines durant mon enfance et mon adolescence que j'ai tenté de me suicider. Je suis littéralement passé à 2 doigts de la mort. Tout cela parce que je ne pouvais plus supporter les stéréotypes. Les gens disent qu'on sent mauvais, que notre nourriture est dégoûtante, qu'on est sale, que notre musique est ridicule, que notre accent est comique, et qu'on est tous moches. Mais voilà, je ne corresponds à aucun de ces clichés. Je n'aime même pas la nourriture épicée, je ne peux même pas manger le McChicken épicé de McDonald's. Je ne mange pas de curry ni de nourriture indienne. Mon alimentation est simple, et je mange du bœuf. Je n'ai pas d'accent, et j'utilise les toilettes comme tout le monde. J'ai même un bidet. Je prends une douche et je me brosse les dents 2 fois par jour. Je fais attention à porter des vêtements propres, à mettre du déodorant et du parfum quand je sors. Je m'entraîne régulièrement pour rester en forme. Je ne travaille pas dans un centre d'appel ou en informatique. Je fais un effort extrême pour être respectueux, courtois et consensuel dans mes relations. Je suis quelqu'un de facile à vivre et d'amical. Mais malgré tout cela, le monde me rappelle constamment que ma couleur de peau et mes origines me définissent, et c'est douloureux. Je souhaite être littéralement de n'importe quelle autre origine, blanc, noir, asiatique de l'Est, peu importe. Les gens sont tellement méchants envers nous, et ça me brise le cœur. Je suis divorcé de mon mari après 36 ans de mariage. Notre divorce a été finalisé en novembre 2018. Immédiatement après, il a commencé une relation avec une femme d'environ 15 ans plus jeune que moi. Ce fut un coup dur pour moi. Après le divorce, je suis tombé dans une profonde dépression et j'ai complètement perdu confiance en moi. Mais j'ai décidé de transformer cette douleur en motivation. Je me suis mis en forme, j'ai perdu 10 kilos, et j'ai même décidé de subir une augmentation mammaire. J'ai fait l'intervention en juin dernier. Après l'opération, j'ai littéralement évité le monde pendant 1 mois, le temps de récupérer et de retrouver suffisamment de confiance pour sortir à nouveau. L'été dernier, ma fille et mon gendre m'ont souvent invité à profiter de leur piscine avec mes petits-enfants. Je savais que mes nouvelles formes allaient être visibles,
mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Un jour, en juillet, mon gendre a fait un commentaire sur mes seins. J'ai été totalement mortifié, même si je savais que c'était évident pour eux. Après tout, j'avais nagé avec eux pendant des années, et il était impossible de cacher ce genre de changement. Plus tard dans la soirée, il m'a envoyé un texto pour s'excuser d'avoir fait cette remarque. Il m'a dit qu'il était heureux pour moi et que je devais me sentir bien dans ma peau. Nous avons échangé quelques messages, et, dans un moment d'impulsivité et de faiblesse, et après avoir bu, je lui ai envoyé un selfie topless. J'étais dans un état émotionnel très bas, et son attention, ses compliments, et le fait de me sentir à nouveau désiré m'ont touché profondément. Il m'a dit que je paraissais incroyable, et de fil en aiguille, je lui ai proposé de venir chez moi. Ce qu'il a fait. Nous avons fini par coucher ensemble. Cela faisait 3 ans que je n'avais pas eu de relation sexuelle, et je pense que l'attention qu'il me portait et ses mots m'ont poussé à agir de manière impulsive. Depuis, il m'a demandé quelquefois des photos, et je lui en ai envoyé. Mais je n'ai plus jamais recommencé quoi que ce soit physiquement avec lui. Nous en avons parlé, et nous sommes d'accord, c'était une terrible idée. Nous avons juré de ne jamais en parler à ma fille. Mais la culpabilité me ronge. Je déteste cacher une chose aussi énorme à ma fille. Je me sens comme une personne horrible, mais en même temps, je ne peux pas me résoudre à lui dire. Je sais que cela briserait sa famille et peut-être notre relation pour toujours. Merci de m'avoir écouté. J'avais besoin de partager cela avec quelqu'un, même anonymement. Nous étions à la fin de notre année de terminale, et j'étais submergé par les angoisses de grandir, de vieillir, et d'affronter un futur incertain. Toute ma vie ressemblait à une chanson mélancolique, et je me noyais dans une solitude sans fond. Même entouré de gens, je me sentais désespérément isolé. Rien ne semblait pouvoir me remonter le moral. J'étais tiraillé entre choisir une carrière stable mais ennuyeuse, ou suivre ma passion au risque de l'insécurité financière. J'avais décidé que j'allais en finir. Mourir jeune, mourir adolescent, et rester figé pour toujours dans une douce soirée printanière. J'avais planifié ma dernière journée, écrire des lettres à toutes les personnes que j'aimais, promener mon chien pour une longue balade sous le soleil, et lui cuisiner un steak. Mes parents étaient divorcés et vivaient dans des villes différentes, et à ce moment-là, je restais chez ma mère, parti en vacances. Une de mes amies a entendu dire que j'avais la maison pour moi seul et a voulu profiter à fond de cette opportunité, étant donné que c'était les vacances de printemps. J'étais hésitant, mais elle était ma meilleure amie depuis le collège, et je me suis dit que je pouvais bien lui offrir une dernière soirée de fun avant de passer à l'acte. Nous avons commencé par aller à un match de basket de l'école, où nous avons croisé d'autres amis qui nous ont invités à une fête après. La fête n'avait rien de particulier, mon amie s'est rapidement mise à boire beaucoup, tandis que je restais sobre pour pouvoir la ramener chez elle ensuite. Sur le chemin du retour, elle m'a dit qu'elle avait laissé son sac chez moi. Nous avons donc fait un détour pour le récupérer. En cherchant son sac dans ma maison, elle s'est soudainement arrêtée, les mains plaquées sur sa bouche, et a couru vers la salle de bain. Je l'ai suivie lentement, seulement pour la trouver en train de pleurer au-dessus des toilettes, entourée de vomi. Elle avait vomi partout, sur les murs, le sol, le lavabo, la baignoire, et sur elle-même. C'était comme une scène tout droit sortie de l'Exorciste. Elle s'excusait sans cesse, les larmes aux yeux, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je lui ai fait couler une douche dans la salle de bain d'invités et, avec un équipement de fortune, un masque, des gants de jardinage et des tongs, je me suis mis à nettoyer tout ce bazar. Cela m'a pris environ 40 minutes pour tout frotter et désinfecter. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à m'aider, qu'elle avait déjà assez souffert et qu'elle se sentait très mal. Je lui ai juste demandé de prendre des vêtements de rechange dans mon placard pendant que je finissais. Quand tout était enfin propre, j'ai pris une douche à mon tour. En descendant, je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de me préparer des cookies avec mon émission préférée à la télé. Elle ne m'a rien dit, elle m'a juste pris dans ses bras. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé que je ne voulais pas mourir. C'était comme si quelque chose en moi s'était guéri. Peut-être était-ce l'amour inconditionnel que nous avons l'un pour l'autre, mais depuis cet instant, je n'ai jamais été plus heureux.
Aujourd'hui, nous sommes toutes les deux à l'université, et elle reste ma meilleure amie. C'est votre signe de vous accrocher un peu plus longtemps, parce que les choses peuvent vraiment s'améliorer. J'ai 27 ans, et il y a quelques mois, j'ai rencontré une fille de 18 ans, mais je ne savais pas qu'elle avait cet âge. Dès le début, le courant est passé immédiatement entre nous. Elle m'a dit qu'elle avait 22 ans, et tout semblait parfait. Nous avions beaucoup de choses en commun, et je ressentais une véritable connexion avec elle. Elle avait l'air mature, dans sa façon de se comporter et de parler, et je n'avais aucune raison de douter de son âge. Mais récemment, elle m'a avoué qu'elle avait menti. En réalité, elle a 18 ans, et elle m'a menti dès le départ parce qu'elle pensait que je ne serais pas intéressé si je connaissais son vrai âge. Elle s'est excusée, expliquant qu'elle ne pensait pas que ce serait un problème, puisqu'elle est majeure. Le problème, c'est que maintenant, elle est enceinte. Je suis envahi par une multitude d'émotions, la colère, la trahison, la confusion, et surtout la peur. Je me sens trompé parce qu'elle m'a menti sur quelque chose d'aussi fondamental. Si j'avais su qu'elle avait 18 ans, j'aurais réfléchi à 2 fois avant d'entamer une relation avec elle. Maintenant, je me retrouve dans une situation incroyablement compliquée que je n'ai pas du tout anticipée. Quand je lui ai dit à quel point j'étais en colère et déçu, elle s'est braquée. Elle a dit que l'âge n'est qu'un chiffre et que puisque nous nous aimons, cela ne devrait pas avoir d'importance. Mais pour moi, ça en a. J'ai l'impression d'avoir été manipulé dans cette relation sous de faux prétextes, et maintenant, je dois faire face aux conséquences de ces mensonges. Je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement dépassé par la situation. Je sais que je dois être responsable vis-à-vis de cet enfant qui pourrait arriver, mais je ne peux pas ignorer le fait que tout cela repose sur une base de tromperie. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui a menti sur un aspect aussi essentiel de sa vie dès le départ ? J'ai 31 ans, je suis marié et j'ai une fille. Mon mari et moi avons pratiqué le mariage ouvert pendant environ 1 an. Je tiens à préciser que j'aime mon mari. C'est lui qui a proposé cette idée, sachant que j'avais eu une vie sexuelle assez active et hypersexuelle avant notre rencontre. Il pensait que cela pourrait pimenter notre relation. Au début, cela a effectivement ajouté une certaine excitation dans notre vie de couple. Mais pour faire court, cette expérience a pris une tournure que je n'avais pas anticipée, je suis en train de tomber amoureuse d'un des hommes que j'ai rencontrés. Il est tout ce que je pourrais espérer chez quelqu'un. Gentil, attentionné, séduisant. Parfois, j'ai l'impression qu'il incarne tout ce que je recherche. Cela me fait mal de le dire, mais si je devais choisir entre lui et mon mari, je ne suis pas sûr que je choisirais mon mari. Et c'est déchirant, parce que je l'aime toujours, mais pas de la même manière qu'au début de notre mariage. Cette expérience a changé la façon dont je le perçois, et je me rends compte qu'il y a des blessures ou des dynamiques dans notre relation qui sont ressorties à travers cette ouverture. Je regrette d'avoir accepté cette situation. Pas parce que je n'ai pas apprécié certains aspects, mais parce que cela a fondamentalement altéré notre mariage. Mon amour pour mon mari est toujours là, mais il est différent. Je ne veux pas que cela se termine par un divorce ou quelque chose d'aussi dramatique. J'espère qu'il est encore possible de sauver ce que nous avons construit ensemble, mais je me sens tellement perdu. Je ne sais pas quoi faire. D'un côté, je veux préserver ma famille, la sécurité de notre mariage, et l'amour que j'ai pour lui. De l'autre, je ne peux pas nier mes sentiments pour cet autre homme, même si je sais que ces émotions sont en grande partie dues à la nouveauté et à l'excitation qu'il m'apporte. Je suis dans une situation où je dois réfléchir profondément à ce que je veux vraiment pour mon avenir. Mais quoi qu'il arrive, je sais que cela aura des répercussions, et j'ai peur des choix que je devrais faire. Ce week-end, j'ai eu une relation sexuelle avec une ladyboy après avoir beaucoup bu. C'était, de loin, l'expérience sexuelle la plus intense et la plus excitante de ma vie. Mais maintenant, je suis en panique totale au sujet de ma sexualité. Je me suis toujours considéré comme 100% hétéro. J'étais dans un club quand j'ai rencontré une fille adorable. On a dansé ensemble, elle se frottait contre moi, et j'étais tellement excité que je ne pensais plus à rien.
À un moment, elle m'a dit qu'elle était une ladyboy et qu'elle avait un pénis. J'étais tellement ivre et excité que je m'en fichais complètement. On est allé dans un motel, et on a fait l'amour encore et encore. C'était incroyable. Quand elle a joui, elle s'est tellement resserrée que ça m'a fait jouir aussi, et j'ai eu l'orgasme le plus intense de ma vie. Tellement intense que j'en ai eu un mal de tête après. Le lendemain matin, elle m'a réveillé avec une fellation, et c'était tout simplement le meilleur sexe oral que j'ai jamais eu. Ensuite, elle m'a embrassé, m'a donné son numéro, et est partie en me disant au revoir. Depuis, je suis complètement perdu. Je suis vraiment excité à l'idée de la revoir, mais je panique parce que c'est une ladyboy, et je ne suis pas attiré par les pénis. J'ai du mal à comprendre ce que ça signifie pour ma sexualité. Je me dis que je pourrais la revoir, mais seulement si on fait ça en levrette pour ne pas voir son sexe, parce que je sais que je ne veux pas le toucher ou le sucer. En même temps, je ne veux absolument pas que mes amis ou ma famille apprennent ce qui s'est passé. Je crains qu'ils me jugent ou qu'ils pensent que cela remet en question mon orientation sexuelle. Mais d'un autre côté, je ne peux pas arrêter de penser à ce qui s'est passé samedi soir. C'était une expérience tellement incroyable que j'ai envie que cela se reproduise. Je suis tiraillé entre mes envies et mes craintes. Je ne sais pas quoi faire, ni comment interpréter ce que je ressens. Ma femme et moi avons essayé le swinging avec un autre couple, mais maintenant, elle est contrariée par le fait que l'autre femme et moi avons une très bonne alchimie au lit. Je ne sais pas pourquoi, mais avec cette femme, appelons-la Julia, il y a une chimie sexuelle incroyable. Dès notre premier dîner pour apprendre à nous connaître, je pouvais sentir cette tension entre nous, si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Même son mari a plaisanté à ce sujet, disant qu'il pouvait voir à quel point elle était excitée. Et franchement, ça m'a beaucoup excité aussi. Hier soir, c'était notre première expérience d'échange. Julia n'a pas perdu de temps, et nous sommes rapidement passés à l'action. Ce que nous avons vécu était de loin le sexe le plus passionné et animal que j'ai jamais eu. À un moment, j'ai regardé ma femme avec le mari de Julia, et Julia m'a tourné la tête vers elle pour qu'on continue. Elle a eu 4 orgasmes avec moi, et mon propre orgasme était si puissant et intense que j'ai presque perdu connaissance. Après cela, nous avons bu quelques verres ensemble, et en sortant, Julia m'a embrassé passionnément et m'a agrippé avec assurance, tandis que son mari riait et embrassait ma femme en lui donnant une petite tape sur les fesses. Mais sur le chemin du retour, ma femme et moi avons vu une grosse dispute. Elle était jalouse parce que j'avais eu une expérience explosive avec Julia, alors qu'elle n'a pas apprécié sa propre expérience avec le mari de Julia et n'a pas pu finir. Je lui ai rappelé que c'était son idée d'essayer le swinging et que si elle avait des attentes ou des besoins spécifiques, elle devait les communiquer clairement avec le mari de Julia. Je me sens maintenant coincé. Honnêtement, je n'étais pas particulièrement emballé par l'idée de faire du swinging au départ, jusqu'à ce que nous rencontrions ce couple et que je ressente cette forte alchimie avec Julia. Et même si c'était une expérience extraordinaire, je me sens coupable que le sexe avec elle ait été meilleur que tout ce que j'ai jamais vécu avec ma femme. Cela me fait me demander si toute cette aventure n'était pas une énorme erreur. Je ne veux pas que cela détruise mon mariage, mais je sens que cette expérience a mis en lumière des aspects de notre relation que je n'avais jamais vraiment explorés ou compris auparavant. Je suis perdu, et je ne sais pas comment avancer à partir de là. Hier, mon mari m'a révélé qu'il était trans, et j'ai l'impression que mon monde s'effondre. Je soutiens pleinement les personnes transgenres, et je veux soutenir mon mari dans le fait de devenir la personne qu'il ou qu'elle est vraiment. Mais, malgré toute ma bonne volonté, c'est tellement difficile. Je ne sais pas si je vais pouvoir traverser cette épreuve. J'aime les hommes, particulièrement l'homme que j'ai épousé. Mais maintenant, il va devenir une femme, et je ne ressens pas d'attirance, ni physique ni émotionnelle, pour les femmes. Ça me brise le cœur, parce que j'ai construit ma vie autour de notre mariage, de notre relation, de l'amour que nous avons partagé. En plus de mon propre bouleversement intérieur, je suis terrifié à l'idée de devoir expliquer cette situation à notre famille, à nos amis, et surtout à nos enfants. Comment leur dire que leur père va devenir une femme? Comment vont-ils réagir? Comment vont-ils gérer ça à leur tour?
Ces questions me hantent, et je n'ai aucune réponse. Je veux soutenir mon mari, je veux qu'il soit heureux, qu'il se sente complet et authentique. Mais en même temps, je ne sais pas si notre mariage peut survivre à cela. Pas à cause de rancune ou de colère, mais simplement parce que mes préférences et mes sentiments sont ce qu'ils sont, et je ne peux pas les changer. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime plus, mais plutôt que notre dynamique change de façon si fondamentale que je ne sais pas si je peux m'adapter. Je me sens incroyablement coupable de ressentir tout cela, car je sais que ce n'est pas une question de choix pour lui, elle, mais une question de survie et d'identité. Pourtant, je suis aussi humaine, et je ne peux pas ignorer mes propres émotions et mes propres besoins. C'est tellement déchirant de penser que ce que nous avions pourrait disparaître, non pas à cause d'un manque d'amour, mais parce que nos chemins prennent des directions si différentes. Pour l'instant, je suis perdu. Je ne sais pas quelle est la meilleure chose à faire. Je veux être un soutien, mais je ne veux pas non plus me forcer à vivre une vie qui ne correspond plus à mes besoins. Je me sens seul et bouleversé, et je crains ce que l'avenir nous réserve. Je sors avec Max depuis quelques mois. Tout a commencé de façon presque parfaite. On s'est rencontrés à une soirée entre amis, et on a tout de suite accroché. Il est charmant, attentionné, intelligent, et on a tellement de choses en commun. Il me traite avec un respect et une gentillesse que je n'ai pas toujours connus dans mes relations précédentes. C'est quelqu'un qui, sur le papier, a tout pour être l'homme idéal. Et pourtant, il y a quelque chose qui me travaille et qui m'empêche d'être complètement sereine. La première fois qu'on a été intime, j'ai remarqué que son pénis était beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais, environ 7 ou 8 cm en érection. Sur le moment, je me suis dit que ce n'était pas important. Après tout, il y a bien d'autres choses qui comptent dans une relation, et j'essayais de me convaincre que ça ne jouerait pas un rôle décisif. Mais quelques jours plus tard, on est passé à l'acte, et je dois être honnête, je n'ai presque rien ressenti. J'ai essayé de me concentrer sur l'intimité, sur le fait qu'il était là avec moi, qu'il voulait me faire plaisir. Mais malgré tous mes efforts, quelque chose me manquait. Ce vide que j'ai ressenti pendant l'acte me hante encore. Je sais que ce n'est pas juste de réduire une personne ou une relation à cet aspect, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un problème pour moi. C'est difficile à vivre, parce que Max est vraiment quelqu'un de bien. Je sais qu'il m'aime beaucoup, et de mon côté, je ressens aussi énormément d'affection pour lui. Mais je ne sais pas si l'amour suffit à combler un manque aussi profond. Je me sens tellement coupable de ressentir ça, comme si j'étais superficielle ou ingrate. Max n'a rien fait de mal. Il est doux, attentionné, et toujours prêt à me soutenir. Mais cette frustration sexuelle pèse sur moi. Je me rends compte que j'ai des préférences sexuelles claires, et que je ne peux pas les ignorer. Avant Max, j'ai eu des relations où le sexe jouait un rôle important dans mon épanouissement. Avec lui, ce n'est pas pareil, et j'ai peur que cela affecte notre relation à long terme. Je n'ai jamais eu d'orgasme, même seul, probablement à cause de mes antidépresseurs, mais ce n'est pas seulement une question de plaisir ultime. J'aime le sexe pour ce qu'il est, un moment de connexion, de satisfaction physique et d'intensité. Avec Max, ce moment manque de cette intensité qui rendait mes relations passées épanouissantes. Ce qui complique encore plus les choses, c'est que je ne peux pas en parler avec lui. Je ne veux pas le blesser, et je sais que ce genre de conversation pourrait lui faire perdre confiance en lui. Je ne peux pas non plus en parler avec mes amis, parce que ce serait injuste de partager quelque chose d'aussi intime et personnel à son sujet. Alors je garde tout ça pour moi, et ça me ronge. Je me sens coincé entre mon affection pour lui et mes propres besoins. D'un côté, je veux croire que notre relation pourra surmonter ce problème, que je pourrai m'adapter ou trouver d'autres moyens d'être satisfaite. Mais de l'autre, je ne peux pas m'empêcher de me demander si je me mens à moi-même. Est-ce que je pourrais vraiment être heureuse si cet aspect de notre vie reste insatisfaisant? Et si je ne peux pas, est-ce juste pour lui de continuer dans une relation où je ne suis pas totalement investi? Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas le perdre, mais je ne veux pas non plus me perdre moi-même dans une relation qui me laisse frustré. Peut-être que le temps m'apportera des réponses, mais pour l'instant, je me sens perdu, coupable, et effrayé par l'avenir.
Le 12 janvier 2024, ma vie a basculé de façon irréversible. Ce qui devait être une soirée festive marquant l'anniversaire des 50 ans de mon frère à Cabo, au Mexique, s'est transformé en une descente aux enfers dont je n'aurais jamais pu imaginer les conséquences. À 42 ans, ma vie était un modèle de réussite. J'avais une carrière florissante, des relations profondes et une santé mentale solide. Tout semblait aligné. Mais ce soir-là, alors que j'étais plongé dans l'effervescence de la fête, j'ai pris une décision qui allait bouleverser mon existence. La soirée avait tout d'une scène de film, des amis et des proches dansant sur les tables, des magnums de champagne déversés directement dans les coupes, une euphorie contagieuse. Puis, l'un des invités m'a tendu une ligne de cocaïne. Ce n'était pas une habitude pour moi, mais je n'étais pas étranger à l'idée d'en consommer occasionnellement dans des contextes festifs. J'ai accepté. Pendant plusieurs heures, l'énergie de la soirée m'a porté, et les effets de la drogue ont amplifié le sentiment de camaraderie et de légèreté. Vers minuit, un ami m'a proposé une gélule qu'il décrivait comme de la MDMA. J'avais déjà expérimenté cette drogue 1 ou 2 fois dans le passé, et les souvenirs étaient agréables. J'ai hésité, fatigué par le voyage et l'intensité de la journée, mais c'était l'anniversaire de mon frère, un moment unique. Alors, sans trop réfléchir, j'ai avalé une demi-gélule. Ce fut l'erreur la plus grave de ma vie. Les effets ont été immédiats et négatifs. L'anxiété s'est emparée de moi, un sentiment de malaise profond que je ne pouvais pas contrôler. Alors que la fête continuait, je suis parti, incapable de rester dans cette ambiance. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai tenté de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Au lever du soleil, je n'avais toujours pas fermé l'œil. Le lendemain, une sensation d'angoisse constante m'a maintenu cloîtré dans ma chambre. Les festivités continuaient sans moi. Je pensais que ces effets allaient s'estomper, mais ils persistaient. La 3e nuit sans sommeil m'a fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Mon esprit ne parvenait pas à s'apaiser, et malgré ma fatigue physique, je restais éveillé, piégé dans un état d'hypervigilance. De retour à Washington après la fête, la situation n'a fait qu'empirer. Les nuits blanches s'accumulaient, et aucune des astuces habituelles pour favoriser le sommeil ne fonctionnait. Après une semaine sans repos, j'ai consulté mon médecin, qui m'a orienté vers un psychiatre. Ce fut le début d'un long calvaire médical. On m'a prescrit une série de somnifères, des antidépresseurs, des benzodiazépines et d'autres médicaments hypnotiques. Aucun ne parvenait à briser le cycle infernal. Au bout de 3 mois, j'avais essayé plus de 40 médicaments différents, vu une dizaine de spécialistes et investi des sommes faramineuses dans des consultations privées. Mon état physique et mental se dégradait rapidement. Mon visage portait les stigmates de l'épuisement, des cernes profondes, une perte de poids visible, un regard éteint. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. À ce stade, j'avais dû prendre un congé de mon travail que j'adorais, incapacité à assurer mes responsabilités. La honte m'envahissait. Dire que je ne pouvais pas dormir semblait dérisoire face à l'impact réel sur ma vie. Je me suis isolé de mes amis, de ma famille, et même de la personne que j'aimais. Chaque nuit, je luttais avec l'idée que je ne pourrais jamais retrouver la vie que j'avais. En avril, désespéré, je me suis inscrit dans une clinique privée au Texas, un centre réputé pour traiter les cas complexes. Les médecins ont tenté une nouvelle approche en me prescrivant des antidépresseurs agissant sur la sérotonine, le neurotransmetteur affecté par la MDMA. Contre toute attente, cela a fonctionné temporairement. Pendant 2 semaines, j'ai retrouvé un semblant de normalité, dormant enfin. J'étais euphorique, croyant avoir trouvé la clé pour sortir de cet enfer. Mais cette lueur d'espoir s'est éteinte brutalement. Mon insomnie est revenue, plus implacable que jamais. L'idée que mon cerveau avait été irréversiblement endommagé commençait à s'imposer. En juin, un spécialiste de la neurologie du sommeil à l'université Johns Hopkins m'a confirmé que j'étais un cas rare de syndrome de sérotonine ayant provoqué des lésions neurotoxiques. Il n'y avait aucune garantie de rétablissement. En juillet, après 6 mois de nuit blanche et une fatigue mentale insoutenable, j'ai perdu tout espoir. La privation de sommeil n'est pas seulement épuisante, elle altère profondément la perception de la réalité. Le 6 juillet, dans un moment de désespoir total, j'ai tenté de mettre fin à mes jours.
Mais la corde que j'avais utilisée s'est rompue, et je suis tombé au sol, inconscient mais vivant. Cette tentative a marqué un tournant. Admis en urgence à l'hôpital, j'ai reçu des soins intensifs pour les blessures physiques et neurologiques causées par ma chute. Les semaines qui ont suivi, passées dans un service psychiatrique, ont été une période de réflexion douloureuse. J'étais vivant, mais à quel prix ? Mon corps et mon esprit étaient brisés, et ma vie telle que je l'avais connue était irrévocablement changée. Aujourd'hui, près d'un an après cette soirée fatidique, je navigue encore dans les eaux troubles de la récupération. Les nuits blanches sont toujours là, les souvenirs de ma vie d'avant aussi. Mais à travers ce chaos, j'essaie de trouver un sens, d'assembler les morceaux d'une existence éclatée. Mon histoire est un avertissement, certaines décisions, même prises à la légère, peuvent avoir des conséquences inimaginables. Je suis une femme de 37 ans, mère de 3 enfants. J'ai grandi dans une famille très riche et je me suis marié dans une famille encore plus aisée. Aujourd'hui, je gère ma propre entreprise, qui génère de très bons revenus. Cependant, j'ai une vie secrète, une autre version de moi-même, que ma famille ignore complètement. Cette vie me permet de vivre mes fantasmes et d'explorer des facettes de ma personnalité que je ne peux montrer dans mon quotidien. Grâce à mon travail, je voyage beaucoup. J'ai un petit appartement en Europe occidentale, un endroit que personne dans ma vie ne connaît. Là-bas, je me permets de m'habiller de manière plus audacieuse, de sortir des sentiers battus. J'ai appris des choses que ma vie habituelle me rend impossible, comme des danses sociales ou même le pole dance. Mes amis dans cette ville ne savent pas qui je suis réellement. Pour eux, je suis une femme joyeuse, indépendante, pleine de vie et libre de ses mouvements. Je me sens comme une autre personne, légère, insouciante, et totalement en dehors des contraintes sociales que je subis chez moi. Cependant, malgré cette double vie, je n'ai jamais trahi ma famille. Je n'ai jamais trompé mon mari, bien que les occasions se soient présentées. Je trouve un équilibre fragile entre cette vie parallèle et ma vie de mère et d'épouse. Quand je suis dans mon appartement, je ressens une liberté que je n'ai jamais connue, mais lorsque je rentre chez moi, je suis heureuse de retrouver mes enfants et mon rôle de pilier familial. Je sais que cette situation ne peut pas durer éternellement. Quelques personnes dans mon entourage connaissent les 2 facettes de ma vie, mais je me demande combien de temps je pourrais continuer ainsi. Parfois, je me demande laquelle des 2 vies je préfère réellement, mais à chaque fois que je crois avoir une réponse, je réalise que les 2 me sont essentielles, chacune comblant un vide que l'autre ne peut pas remplir. Depuis que j'ai fêté mes 18 ans, ma vie est devenue un combat quotidien pour survivre. Mes parents, qui devraient être là pour ma petite sœur de 12 ans et moi, ont fait un choix clair, leur plaisir passe avant notre bien-être. Ils préfèrent dépenser leur argent dans des sorties, des jeux d'argent ou d'autres choses futiles, plutôt que de remplir le frigo. Et quand il s'agit de nourriture, leur réponse est toujours la même, si tu veux manger, trouve de l'argent. Chaque jour, je dois me débrouiller pour que ma sœur et moi puissions manger. Je travaille à mi-temps, je vends mes affaires, et j'essaie de tirer chaque centime pour qu'on ait quelque chose à mettre dans nos assiettes. Mais ce n'est jamais suffisant. Mes parents prennent souvent l'argent que je gagne sous prétexte de payer les factures, me laissant avec des miettes, parfois rien. Résultat, cela fait maintenant 4 jours que ma sœur et moi n'avons pas mangé. Je peux supporter la faim, mais voir ma sœur affamée, ça, c'est insupportable. Elle est si jeune. Elle ne comprend pas vraiment pourquoi nos repas sont si rares. Parfois, elle me regarde avec ses grands yeux remplis d'espoir et me demande doucement, « Est-ce qu'on va manger aujourd'hui ?» Et à chaque fois, je lui réponds, « Bientôt ». Mon cœur se brise un peu plus chaque fois. La vérité, c'est que je ne sais pas quand nous pourrons manger. Je ne peux que faire de mon mieux pour lui offrir un semblant de stabilité. Mais ce n'est pas tout. Ma sœur ne va même pas à l'école. Mes parents refusent de la mettre dans une école publique sous prétexte qu'ils ne veulent pas qu'elle soit influencée par n'importe qui. Ils prétendent qu'elle est scolarisée à domicile, mais en réalité, ils ne font rien pour son éducation. C'est moi qui essaie de l'aider à apprendre, entre 2 boulots ou dans les rares moments où j'ai un peu de répit. Je lui enseigne les bases, comme je peux, mais je ne suis pas une enseignante. Elle mérite mieux.
Elle devrait être à l'école, entourée d'amis, avec des enseignants qualifiés. Mais au lieu de ça, elle est coincée à la maison avec des parents qui ne s'occupent même pas d'elle. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer comme ça. Chaque jour est un nouveau combat, et je suis épuisé, mentalement et physiquement. Je me réveille chaque matin en me demandant si je vais pouvoir trouver de quoi nous nourrir aujourd'hui. Je ne dors presque plus, rongé par l'inquiétude et la culpabilité. Parfois, je pleure en silence la nuit pour que ma sœur ne m'entende pas. Je ne veux pas qu'elle sache à quel point je suis à bout. Mes parents, eux, ne se sentent pas concernés. Ils rentrent tard le soir, parfois ivres, parfois après avoir passé des heures à jouer de l'argent. Ils ne voient pas, ou peut-être qu'ils s'en fichent, que leur comportement détruit leur propre famille. Parfois, je me demande s'ils se souviennent même qu'ils ont 2 enfants. Ce qui me pousse à continuer, c'est ma sœur. Je rêve qu'un jour, elle puisse avoir une vie normale. Qu'elle puisse aller à l'école, avoir des amis, et ne plus se soucier de savoir si elle va manger ou non. Je veux qu'elle ait une chance d'être heureuse, de construire une vie meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Mais cet avenir semble si loin. Pour l'instant, je fais tout ce que je peux pour qu'elle se sente aimée et protégée, même si je sais que ce n'est pas assez. Parfois, je me demande si quelqu'un, quelque part, pourrait nous aider. Mais je ne sais pas où chercher, ni à qui demander. Je me sens seul, piégé dans cette situation. Pourtant, je garde espoir. Pour elle, je garde toujours un peu d'espoir. Parce qu'elle mérite mieux que ça. Elle mérite tout ce que je ne peux pas lui offrir pour l'instant, mais que je ferai tout pour lui donner un jour. Ma petite amie s'est suicidée il y a 3 semaines, et c'est moi qui l'ai trouvée. Depuis, je la vois partout. Mais elle n'a pas l'air de la personne que j'ai connue. Elle ressemble à ce qu'elle était quand je l'ai découverte ce jour-là. Elle ne parle pas, elle se contente de me fixer. Ce regard vide, comme un reproche silencieux, me hante. Je suis terrifié. Je sors à peine de chez moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Elle est morte, bon sang. Alors pourquoi ne me laisse-t-elle pas en paix? Je sais que j'aurais pu faire plus pour elle. Je le sais au fond de moi, et elle le sait aussi. C'est pour ça qu'elle est là, pourquoi elle me tourmente. Elle veut que je me souvienne, que je souffre autant qu'elle a souffert. Je commence à perdre pied. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours ou si c'est autre chose, mais je ne peux plus continuer comme ça. Je l'aimais tellement, je l'aime encore, mais je veux juste qu'elle me laisse tranquille.